Franck, tu animes des séminaires et des conférences et tu es auteur de 2 livres, Un homme debout, sorti en 2018, et Ton autre vie, en janvier 2021. Ton discours détonne car tu casses les codes habituels du bien et du mal et de la bien-pensance qui conditionnent nos comportements. Tu expliques également que la vie nous offre des possibilités de guérir en revivant des situations traumatiques qui pourront alors être dépassées et dont on sera libéré. Mais encore faut-il savoir comment faire. Ma première question est la suivante. Pour chaque caractéristique de notre personnalité, existe son opposé qui n'est que l'envers d'une même pièce. Tu utilises l'exemple de la bienveillance et de la malveillance dans ton livre. Le fait de se positionner sur une face nous renverrait la face inverse, indissociable, dans notre vie. Est-ce que tu peux nous expliquer cela et comment cela se concrétise dans la matière ? Oui, de but en blanc, très bien. Ouais, je crois qu'on a pris l'habitude de diviser la vie en 2 camps, un qu'on qualifie de bien, l'autre de mal, un de défaut, l'autre de qualité, etc. Alors que je crois que nous sommes effectivement dans un monde dual, un monde polarisé, mais je crois qu'une des polarités n'existe que fonction de l'autre. Et que si je peux être assis sur ce fauteuil, c'est parce qu'il y a des électrons négatifs qui tournent autour d'un noyau positif. Et je pense que c'est la nature même de ce monde. Je crois que je peux faire l'expérience du bien-être que fonction de ce que j'aurais nommé et vécu comme étant le mal-être. Et je crois que je ne peux connaître l'expérience de la générosité que fonction de la présence de la radinerie. Et que la radinerie crée la générosité crée la radinerie, et l'un ne va pas sans l'autre. Mais nous aimons l'idée de pouvoir vivre une des faces à l'exclusion de l'autre, se déclarer antiraciste sans aller voir la part chez nous qui nous permet de vivre cet antiracisme, qui le construit, qui lui donne son existence et sa valeur, et qui serait le racisme. Donc je suis parti de cette espèce de postulat, puisqu'au départ c'est simplement à Paris. Je me suis dit, mais alors attends, si le monde est polarisé, pourquoi moi je pourrais vivre, je suis gentil et l'autre c'est le méchant? Pourquoi ce serait ainsi? Ça me paraissait finalement pas très logique cette affaire. Et donc en partant de ce postulat, je me suis mis à observer mes comportements, sur quoi ils étaient accrochés, mes véritables fonctionnements. Et puis j'ai découvert en fait qu'en dessous du Franck bien pensant, correct, de la bonne personne, du bon fils, du bon père, du bon ami, etc., se cachait une autre version qui était là, disponible, j'ai envie de dire presque dormante, ou agissant à mon plein gré, mais qui, elle, aurait été le pendant de cet homme bon. Donc la découverte passe par là. Quant à les applications concrètes dans ma vie et ce que ça renvoie, c'est que ça m'a permis en fait de comprendre que ce que j'observais à l'extérieur qui me servait auparavant à faire de moi une bonne personne. Donc si je développe un peu, c'est lorsque j'observais un raciste à l'extérieur, je pouvais en tirer la conclusion que moi, n'étant pas lui, était antiraciste. Lorsque j'observais un radin, ça me permettait d'être généreux sans avoir à être généreux. Lorsque j'observais un méchant, ça me permettait d'incarner le gentil sans même avoir besoin de faire le moindre acte de gentillesse. Il suffisait simplement de déclarer l'autre comme méchant pour en tirer de facto la croyance que moi j'étais le gentil. J'ai trouvé en fait ce procédé un peu basique, un peu puéril, un peu Walt Disney dans son aspect manichéen, et je me suis dit, il faudrait peut-être ramener tout ça à l'intérieur et aller voir comment ça s'organise dedans. Donc finalement, je me suis dit, si ce jeu n'était pas uniquement quelque chose de extérieur-intérieur, mais que tout se passait à l'intérieur, et que finalement ce que je perçois chez la personne que je suis en train de percevoir à l'extérieur n'est pas la personne telle qu'elle est, mais la personne telle que je la vois. Et je me suis dit finalement que ma façon de regarder le monde en disait plus sur de là où je plaçais mon regard que sur le monde en tant que tel. Je suis au courant que je ne suis pas capable d'appréhender le monde dans son entièreté, dans sa globalité, et mon système cognitif ne me permet pas de rendre conscient chaque information qui vient jusqu'à moi. Je sais que ce qui devient ma version consciente de la vie n'est qu'une sélection
de tout ce que j'ai pu capturer comme information avec l'ensemble de mes sens. Et finalement, j'ai compris que cette personne que j'étais en train d'observer, je ne l'observais pas réellement, je n'étais pas face à quelque chose d'objectif, mais j'étais face à ma façon de regarder l'autre. Et en insistant un peu et en me posant quelques questions, j'ai fini par comprendre en fait que j'avais une tendance naturelle qui était de proposer à l'autre ce que j'étais, mais que je ne voulais pas rendre conscient. J'avais cette propension à trouver l'autre nul lorsque je refusais de me rendre nul. J'avais tendance à trouver l'autre radin lorsque en fait, je ne voulais pas me rendre compte de ma propre radinerie. Et j'ai fini par capter, pour moi en tout cas, et ce n'est qu'une version du monde, qu'une façon de le comprendre, mais qui est la mienne aujourd'hui, que je ne pouvais pas faire de moi un être bon sans accepter simultanément en fait, que cet être ne soit pas bon. Ce qui fabrique le Franck bon, c'est le Franck pas bon qui va avec, qui est intrinsèquement lié à lui, et les deux ne sont pas séparables en fait. Donc, selon ce concept, cette volonté qu'on a tous plus ou moins, qui est consciente, mais parfois même peut-être inconsciente, d'avoir des valeurs moralement acceptées, d'essayer d'incarner ce que nous considérons comme le bien, va nous attirer automatiquement à l'inverse, vu qu'il y a toujours la polarité? Non, c'est pas comme ça que je le formulerai. Alors, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que j'aime pas trop la notion de j'attire à moi. Je trouve qu'il y a un truc un peu mystique, un peu perché, spirituel, je sais pas quoi, de j'attire la vie, machin. Je préfère la regarder d'une manière toute simple, c'est-à-dire c'est moi qui suis en train de regarder le réel et en fait j'ai juste à me rappeler que je ne peux pas tout voir d'un coup, que je vois qu'un morceau de ce réel et que finalement ce tri, cette sélection inconsciente du réel parle de ce que je m'attends à voir dans la vie. Donc c'est plutôt comme ça que je le prends. C'est pas que j'attire à moi ceci, cela. C'est que quand je regarde une personne, si je suis par exemple traumatisé par des notions de violence, ben, lorsque je vais entrer en relation avec une personne, je vais d'abord mettre mon filtre sur est-il violent ou n'est-il pas violent? Est-il une bonne personne ou est-il une mauvaise personne? Et évidemment, si je mets mon filtre là-dessus, je vais immédiatement trouver chez cette personne tout ce qu'il y a de l'ordre de l'agressivité, de la malveillance, de la violence, etc. Beaucoup de gens ont tiré la conclusion que cette personne est agressive, mauvaise ou violente. Moi, je vais en tirer la conclusion au contraire que moi, je cherche chez l'autre la violence et l'agressivité. C'est-à-dire que je vais finir par comprendre que ce que j'observe dans le monde, c'est ce que je cherche à observer. Et si je cherche à observer ça dans le monde, c'est parce que quelque part ça me sert, et c'est ça la question qui suit, quel est le bénéfice secondaire pour moi d'observer la violence dans le monde? Ben, en fait, tu viens de nous l'expliquer, ça me permet d'incarner le bien. Lorsque je vais voir le mal à l'extérieur, j'en tire la conclusion toute naturelle que moi, je suis le bien. Et en fait, de là où je regarde, c'est le seul moyen qu'on ait d'être le bien. Parce que j'ai vu des milliers et des milliers de personnes, et j'ai vu à quel point finalement parfois une attitude qu'on pourrait qualifier de bien est justement ce qui abîme. Comment il est très difficile de le voir, notamment par exemple dans la façon qu'on a d'éduquer nos enfants, de savoir quelle est la bonne attitude. Qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal? Est-ce que en fait ouvrir et lâcher la bride c'est bien, c'est mal? Couvrir et protéger c'est bien, c'est mal? C'est très difficile en fait de tirer ces marrons du feu dans cette histoire-là pour en tirer la conclusion que notre attitude est la bonne. Et voilà, j'ai fini par comprendre ce système tout simple. Le seul moyen de me faire croire que je suis le bien, c'est de décrire le mal à l'extérieur. Je pense que l'obstacle principal à retrouver le pouvoir qu'on peut avoir dans la vie, c'est de devoir, à un moment donné, se rappeler que ce qu'on voit à l'extérieur est également une projection de nous et qu'il serait assez judicieux de ramener ces informations à l'intérieur si on souhaite se connaître. Si on a autant besoin de croire que nous sommes le bien en voyant le mal, est-ce qu'il n'y a pas en fait encore en dessous un problème de légitimité ou d'estime de soi? C'est tout à fait possible, mais l'estime de soi ou la légitimité ne devrait pas passer par l'extérieur. C'est-à-dire que ça ne devrait pas passer par une quête d'approbation, puisque finalement cette quête d'approbation me demande de renoncer à qui je suis profondément pour me mettre à incarner une sorte d'archétype bankable, un truc que les gens achètent facilement, type victime qui s'en remet malgré tout, héros qui sauve tout le monde, enfin bon, des archétypes qui finalement, moi aujourd'hui,
en tant qu'individu, me file la nausée. Je n'ai pas envie d'incarner ces trucs-là. J'ai envie d'accepter mon sentiment d'illégitimité. Je n'ai pas besoin de preuves à apporter pour avoir le droit de regarder le monde comme je le regarde, de l'envisager comme je l'envisage et d'oser m'exprimer comme je m'exprime. Je n'ai pas besoin en fait de légitimité, c'est-à-dire que quelqu'un de plus grand que moi, de plus en place que moi, puisse me dire oui, je te valide dans ta vision de la vie. Ça ne me paraît pas nécessaire. Et finalement, effectivement, cette quête d'approbation de l'autre renvoie simplement, à mon sens, sur la peur de la folie. C'est-à-dire que si j'ose regarder le monde tel que je le vois, le penser tel que je le pense, et oser avoir ma version du monde, si je suis le seul à le faire, c'est que je suis fou. Quelqu'un qui regarde le monde à sa façon, d'une manière unique, est taxé de folie. Si par contre, je regarde le monde comme les autres, et qu'on regarde tous la même chose, alors puisqu'on est plusieurs à voir le truc, c'est que ça doit être réel, donc on n'est pas fou. Moi, ce monde-là, c'est puéril, j'ai pas envie de naviguer avec ça. Si tout le monde pense la même chose, c'est vrai. Si tu es tout seul, c'est faux. Ça va, merci. Laissez-moi le droit, le choix de pouvoir avoir la responsabilité de mes points de vue, d'oser regarder le monde à ma façon, oser récupérer ma responsabilité dans ma manière de regarder le monde. Il y a aussi quelque chose, une chose à laquelle je pense, c'est si je suis différent des autres, si je m'affirme vraiment tel que je suis profondément, va-t-on m'aimer? Peut-être, peut-être pas. Moi, en fait, ce que j'ai remarqué à travers tout ça, et si tu veux, c'est empirique. Hein, en ayant des exemples comme ça, il y a quelque chose un jour qui me choquait. J'étais dans un groupe, il y avait environ 80 personnes, on venait de passer 4 jours ensemble. Pour rien. C'est-à-dire on était là avec juste nos familles, pour rien faire, pique-niquer, jouer au ping-pong, se marrer, un truc cool où il n'y avait rien de spécial. C'est-à-dire pas de message sous-jacent, pas d'école sous-jacente, pas de travail sur soi, juste on est des amis, on se retrouve et on se marre. Et à la fin de ce séjour, où on avait passé un peu de temps ensemble, il y a plusieurs personnes, donc on se réunit pour se dire au revoir, il y a plusieurs personnes qui sortent les violons en mode « Oh là là, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, comment je me suis senti accueilli, gna 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 ». Et ça fait chier tout le monde, et les enfants commencent de se disperser, ça braille, ça part. Le groupe se délite. Et là, il y a une petite voix qui prend la parole et qui dit « Ah bah moi aussi j'ai quelque chose à dire ». Et rien qu'au ton qu'elle utilise, déjà, en fait, elle commence de récupérer l'attention de chacun. Et puis, elle pose un truc du genre « Eh ben moi, j'ai très mal vécu ces 4 jours. Je me suis senti seul, je me suis senti rejeté, j'ai eu le sentiment de ne pas avoir ma place là-dedans. Et en fait, moi, j'ai pas pris plaisir à être là, ça a été compliqué pour moi. » Eh bien, cette personne a, en 1 minute, réuni l'attention et la focalisation de tout le groupe. Et là, en fait, j'ai vu finalement que l'approbation ne passe pas par dire les choses qui plaisent, comme lorsque les violons étaient sortis en mode chamallow, ah là là, qu'est-ce que c'était lumineux de vivre tous ces trucs, ce qui en fait ne résonnait pas comme étant juste, comme étant à eux, ça sonnait comme un pieux mensonge, et en fait personne n'avait envie d'écouter ça. Et lorsque quelqu'un disait quelque chose qui finalement n'était pas facile à entendre, qui était même peut-être désagréable pour le groupe, mais qui partait réellement de lui, là il a réuni toute l'attention. Et je pense que la quête d'approbation, le besoin de se sentir légitime, etc., ça pourrait nous engager à un certain moment à aller visiter la possibilité pour nous d'oser exprimer vraiment notre vérité, au-delà en fait du besoin de plaire. Et peut-être qu'on s'apercevrait qu'on plaît beaucoup plus finalement, parce qu'il y a quelque chose qui, dans l'oreille humaine, sait déceler lorsque quelqu'un parle de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu, et lorsqu'il est en train de tricher et de sortir les violons. Et moi, je suis vraiment très à l'écoute de ça. Comment ça sonne, ce qu'on est en train de me dire? Est-ce qu'on est en train de me dire quelque chose qui me plaît et finalement me file la nausée? Ou est-ce qu'on est en train de me dire quelque chose qui ne me plaît pas, mais qui est tellement juste, tellement sonnant, que, évidemment, finalement, ça appelle mon attention, concentre mon attention sur cette personne. Tu utilises un exemple très parlant dans ton livre sur l'impact des traumatismes et la charge des émotions associées, avec l'exemple du papa qui trouve sa fillette morte.
Si la totalité des émotions engendrées par la situation traumatique n'est pas digérée, des situations similaires vont se représenter. C'est le phénomène que décrivent les psychothérapeutes avec le schéma de répétition. Toi, tu vas plus loin et tu nous expliques vraiment comment fonctionne ce processus. Est-ce que tu peux développer? Oui. Lorsque je vis une émotion, on pourrait la regarder depuis son aspect mécanique, physique. Quand j'ai commencé de chercher à comprendre comment ça fonctionnait, j'ai voulu m'éloigner de l'aspect compréhension née de l'imaginaire, compréhension née du rien. J'avais envie en fait de regarder ça depuis un point de vue physique, depuis un point de vue matériel. Il s'avère qu'une émotion, d'abord, c'est une information qui est ressentie. C'est-à-dire, allô, votre fils vient de mourir, c'est une information. Lorsque l'information devient ressentie, ça devient une émotion. Cette information ressentie, d'un point de vue physique, c'est une charge électromagnétique, c'est-à-dire un courant magnétique, un courant électromagnétique qui va simplement chercher à me traverser de part en part. Si vous êtes observateur, vous verrez en fait que ce courant électromagnétique cherche à vous traverser du bas vers le haut. Vous sentirez que vos émotions arrivent d'abord dans les jambes. On le sent lorsqu'elles sont très fortes et que soit la paralysie, soit la fuite, soit le tremblement sont les premiers signaux de la force de l'émotion. Cette émotion, en fait, elle va monter et elle va nous traverser de part en part. On pourrait imaginer finalement que nous sommes une sorte de tube, une sorte de canal permettant à plus ou moins d'intensité d'être traversé, de nous traverser. Lorsque, pour X raisons, la charge électromagnétique qui cherche à me traverser ne va pas jusqu'au bout et s'arrête en chemin, c'est là que je dis que l'émotion n'est pas parvenue à destination, c'est là que je dis que l'émotion n'a pas été totalement vécue. Lorsque cette émotion n'est pas réellement vécue d'un point de vue physique, ça fait qu'il y a une énergie, oui, une énergie, ça reste un terme physique, une énergie qui reste stagnante, non circulante, comme sclérosée, verrouillée à un endroit de mon corps. Lorsque l'énergie ne circule plus librement dans mon corps, elle va créer un symptôme. Chaque symptôme dans la vie, de la plus petite ride au coin des yeux au cancer mortel, renvoie sur une énergie qui s'est mise à stagner à un endroit ou à un autre. Les émotions fortes qui s'arrêtent dans le corps, à un endroit ou à un autre, vont créer un symptôme. Il existe un moyen naturel de nettoyage de nos mémoires émotionnelles, et c'est ce phénomène que je souhaite décrire. L'idée, en fait, c'est que j'ai donc, une fois que j'ai une émotion qui m'a assailli et que je n'ai pas pu l'emmener à destination, que je n'ai pas pu la vivre dans sa totalité, que je n'ai pas pu accepter cette charge électromagnétique dans sa totalité, il s'avère que je me retrouve donc avec une sorte d'information cristallisée qui reste stagnante à quelque endroit de mon corps. Cette information, donc, elle est stockée, verrouillée, je dis cristallisée parce qu'elle est simplement arrêtée. Si je me retrouve dans une situation qui génère la même sensation, une nouvelle vague va me traverser et entraîner avec elle, comme un tamis, entraîner avec elle tout ce qui correspond à sa vibration. Imaginons que j'ai de l'abandon qui soit stocké dans ma mémoire cellulaire, une vague d'abandon me traverse parce que je suis face à une scène que j'interprète comme de l'abandon, et cette vague me traversant va emmener avec elle les paquets stagnants dans mon système et me permettre de les amener un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, jusqu'à sortie, c'est-à-dire jusqu'à la dernière glande, jusqu'à la pituitaire. Ça va faire le chemin des glandes endocrines, ça va suivre le chemin du système nerveux central et enfin sortir de mon système. En attendant, tant que l'information est cristallisée dans mon système, je vais me retrouver face à des scènes dans la vie qui déclenchent chez moi ces émotions à coup sûr. Alors, je peux expliquer le mécanisme, il est simple, il est connu. Lorsque j'ai vécu quelque chose que j'ai interprété comme étant traumatisant. Je dis interprété parce que ça n'est pas forcément vécu. Prenons par exemple ces histoires d'abandon. Un enfant tire à un moment donné la conclusion que ses parents l'abandonnent pour X raisons.
Ça peut être réel, c'est-à-dire les parents l'abandonnent. 9 fois sur 10, de ce que je vois dans les stages, etc., les parents ne l'ont pas réellement abandonné, mais l'enfant se sent abandonné. Ce qui revient au même, l'émotion est la même. C'est vrai que lorsqu'un parent perd son enfant dans un magasin, ça n'est pas dans le but de l'abandonner, mais l'enfant peut se sentir abandonné. Donc l'abandon est là. L'enfant va vivre cette émotion, mais dans son incapacité à se laisser pleinement traverser par tout ça, ou pour X raisons, l'information va stagner et s'arrêter dans le système, ce qui va faire que cet enfant va être habité par maintenant ce qu'on pourra appeler de la mémoire d'abandon. Ça va? Je peux expliquer comme ça? J'expliquais un peu plus tôt dans notre conversation que lorsque nous sommes en train de regarder le réel, la réalité, nous pensons faire face à l'ensemble de la réalité, alors qu'en fait, nous sommes face à une sélection de la réalité, puisque seule une partie du monde réel devient conscient chez moi, et le reste entre peut-être dans les couches non conscientes, qu'on pourra qualifier d'inconscient, subconscient, ça ne me regarde pas, mais seule une part du monde réel vient frapper mon conscient. Le reste passe à la trappe. J'expliquais donc que je suis toujours face à une sélection de la réalité. Comment s'opère cette sélection? Eh bien justement avec cette mémoire cellulaire. C'est-à-dire que, reprenons l'exemple de cet enfant qui a ressenti l'abandon, une fois qu'il a ressenti l'abandon, il va, lorsqu'il va trier le monde réel, le trier en ayant sur ses lunettes la notion de l'abandon. Donc c'est quelqu'un qui va veiller à ne plus être abandonné, qui va veiller à ne plus jamais ressentir l'émotion de l'abandon. Pour ne plus jamais voir l'abandon, vivre l'abandon ou ressentir l'abandon, il va mettre ses lunettes sur faire attention de ne pas être abandonné. Ce qui revient à veiller et chercher l'abandon. Donc inconsciemment, cette personne se met à chercher l'abandon partout pour ne plus le vivre. Pourquoi elle le cherche, l'abandon? J'ai pas compris. En fait, elle veille, elle met son radar sur l'abandon parce que c'est ce qu'elle ne souhaite plus vivre. Une personne qui a vécu l'abandon se dit « ça, il ne faut plus que je le vive ». Donc elle fait très attention à ne pas être abandonnée. Mais pour faire attention à ne pas être abandonnée, sur quoi doit-on mettre son attention? Sur l'abandon. La possibilité de l'abandon. Donc en fait, c'est ce sur quoi on veille. Comme une personne qui cherche tout le temps à être respectée, met son regard sur les marques de non-respect. Comme une personne qui fait de la communication non violente, passe son temps à chercher la violence dans la communication. C'est bête, mais c'est aussi simple que ça. Lorsque vous ne voulez pas être abandonné, vous passez votre temps à veiller aux notions d'abandon. Vous êtes sujet à ça. Si on reprenait l'exemple un peu plus violent, un peu plus douloureux dont tu parlais d'un parent qui perd son enfant, un parent qui perd son enfant, évidemment, a sur les lunettes à travers lesquelles il regarde la vie, la peur de perdre les autres, qui pourraient être vivants, la compassion pour les autres parents qui pourraient vivre la même chose. Peut-être que c'est des gens qui appartiennent à une association d'aide aux parents qui ont vécu ça, ou de soutien aux enfants victimes de cancer, ou d'accidents, ou de machin, etc. Mais si tu veux, lorsqu'ils vivent une émotion aussi forte, évidemment, tout leur quotidien va être marqué par cette émotion et finalement, ils vont entendre les sujets qui parlent de ça, être au contact des sujets qui parlent de ça. Un peu, tu sais, comme lorsque une femme est enceinte, elle voit des femmes enceintes partout. Tu achètes une voiture rouge et tu vois des voitures rouges partout. Quand tu es sujet à l'abandon, tu vois de l'abandon partout, d'une manière aussi simple que ça. Mais il y a un bénéfice secondaire immense. C'est que cette personne qui est donc sujette maintenant à l'abandon, qui cherche l'abandon d'une manière inconsciente, qui a une propension à se sentir abandonnée dans certaines situations, même lorsqu'elles ne sont pas de l'ordre de l'abandon. Par exemple, elle a 13 ans, on est au collège, on fait les équipes de volley, et les deux capitaines choisissent leur équipe, et elle, lorsqu'elle est choisie en dernier, elle se sent abandonnée. Là où d'autres personnes se sentiraient incompétentes. Mais elle va en tirer de l'abandon. Et cette façon qu'elle aura de finalement déposer de l'abandon partout, c'est une manière pour elle de rentrer de nouveau en relation avec une scène de la vie quotidienne, que moi j'appelle souvent une scène de théâtre, une scène de la vie quotidienne qui lui permet de ressentir de nouveau l'abandon et qui lui permet, par le phénomène le même phénomène qui nous permet de dissoudre les calculs rénaux, c'est-à-dire on envoie une onde qui dissout un cristal et qui, le diminuant, lui permet de circuler à nouveau librement. On est exactement dans ce genre de schéma, je crois que ça s'appelle la lithitriase, c'est-à-dire que je reçois une vague d'énergie qui va faire résonner tout ce qui est emmagasiné chez moi de la même teneur et lui permettre de se libérer. Donc je reçois une vague d'abandon qui va secouer, agiter, dissoudre tout ce qui est cristallisé en termes d'abandon chez moi et me donner l'occasion, dans une scène anodine, d'aller vivre
et me débarrasser d'une scène moins anodine que j'ai vécue dans mon enfance, etc. J'ai une petite question, je rebondis là-dessus. Reprenons l'exemple de l'abandon. Donc quelqu'un qui a le radar focus sur l'abandon, est-ce qu'il n'est pas aussi capable, à un moment où il va être suffisamment vigilant et peut-être avec un peu d'introspection, de déceler, parlons du couple par exemple, de déceler les personnes qui sont en capacité de l'abandonner et de justement les éviter et de ne se mettre que dans des situations complètement sécures selon lui et d'éviter de le revisiter? Je comprends, mais en fait ta proposition sous-entend qu'il y aurait des humains abandonnants et des humains non abandonnants, des humains abandonneurs et des humains qui n'abandonnent pas, ce qui n'est absolument pas le cas. Les humains sont à eux-mêmes une totalité, dans chaque humain il y a la possibilité du pire et du meilleur. Chaque personne au monde peut faire vivre à cette personne le sentiment d'abandon. En fait, cette personne va rencontrer de nouveau l'abandon, non pas parce qu'elle va se faire abandonner, mais parce qu'elle va tirer de l'abandon d'une certaine scène. Elle va dans une scène de la vie quotidienne où elle pourrait prendre les choses de telle ou telle manière, choisir plutôt le prendre comme de l'abandon. Moi, je vois des gens, par exemple, qui ont perdu leurs parents. Ça arrive, c'est fréquent. Les parents meurent avant les enfants, c'est plutôt mieux quand ça se passe comme ça. Mais lorsque vous perdez votre parent à un âge où le parent ne devrait pas mourir, il y a des gens qui arrivent à se sentir abandonnés par ce parent. Et l'abandon qu'ils ressentent est réel pour eux. Est-ce que le parent a été abandonnant? Non, excuse-moi de mourir. Tu comprends? Donc non, cette personne ne va pas attirer des gens ou repousser des gens abandonnants. Elle va simplement faire de l'autre quelqu'un qui abandonne parce qu'au fond, cette personne a besoin de rencontrer l'abandon de nouveau de manière à guérir son système. Et le problème, c'est que cette personne ne sait pas à quel point inconsciemment elle désire de nouveau être abandonnée parce qu'elle sait au fond que c'est le seul moyen de guérir sa mémoire cellulaire, donc de nettoyer les carreaux à travers lesquels elle regarde la vie, donc de passer à autre chose. Et tant qu'elle n'aura pas vécu l'émotionnel emmagasiné en elle, elle aura toujours ça sur ses lunettes, donc elle continuera d'observer ça dans le monde. Le problème, si tu veux, c'est que les gens sont persuadés d'observer le monde de manière objective. Ils sont persuadés de regarder la réalité en déni total de cette idée de sélection, c'est-à-dire que je ne peux pas appréhender le monde dans sa totalité, je ne vois qu'une facette du monde, et une petite, et que cette facette en fait plus de moi que du monde. Est-ce que, toujours sur l'abandon, on peut nous-mêmes créer des situations qui vont provoquer de l'abandon? Pour nous ou pour les autres? Pour nous. Si je prends toujours l'histoire du couple et de l'abandon, si on a cette thématique de l'abandon, est-ce que inconsciemment, par des comportements qu'on va avoir, on va se faire abandonner? Absolument, mais c'est très souvent ce qui se passe dans les couples. Mais pour une raison toute simple, qui est une raison de besoin d'être soulagé. Imagine par exemple que tu rentres dans un couple avec un trauma d'abandon. Donc déjà, là, on vient de comprendre, on ne va pas revenir dessus, qu'on a besoin de rencontrer l'abandon de nouveau pour nettoyer sa mémoire cellulaire. Mais attention, pour rencontrer cet abandon de nouveau, on n'est pas obligé de le vivre. Il suffirait simplement de replonger dans ce qu'on a vécu quand on était petit, d'arrêter de désigner les abandonneurs comme coupables et d'oser simplement ressentir ce qu'on a besoin de ressentir. Ça permet d'emmener le paquet un peu plus loin, puis à un moment, il est parvenu à destination et on passe à autre chose. Donc il y a cette version-là. Mais pour une personne qui entre en couple avec cette peur d'être abandonnée, elle va vivre tous les jours la peur d'être abandonnée, ou la peur d'être trahie, la peur d'être trompée, la peur d'être malmenée, la peur d'être abusée. Ça peut être n'importe quoi. Bon, là, on est sur la question de l'abandon, mais j'ouvre pour que chacun puisse ramener ça dans son histoire personnelle. À un moment donné, il faut comprendre que qu'est-ce qui va soulager une personne qui vit dans la peur de l'abandon tous les jours? C'est de vivre l'abandon. À un moment donné, en fait, quand tu vis tous les jours dans cette tension, dans la peur que l'autre disparaisse, dans la peur que l'autre ne soit plus là, au bout d'un moment, en fait, ce qui était beau au départ devient désagréable à vivre. Vivre dans la tension permanente de la trouille, que l'autre ne prenne plus soin, que l'autre s'en aille. En fait, c'est quoi le jour où je suis réellement soulagé? C'est le jour où, enfin, je suis abandonné. Pourquoi? Parce que, aïe, j'arrête de vivre. Ça y est, j'arrête de vivre dans la peur de l'abandon. Aïe, la tension est évacuée. Enfin, je retrouve la paix. Beaucoup de couples se cassent simplement parce que finalement, le seul moyen d'arrêter de vivre dans la peur, c'est de la vivre, cette peur.
Et finalement, la peur d'être trahi, qui nous demande tous les jours d'être là à demander à l'autre des preuves. Est-ce que tu vas me trahir? Non. Est-ce que tu peux le prouver? Est-ce que tu vas me trahir? Non. Est-ce que tu vas me trahir? Non. Est-ce que tu vas me trahir? En fait, au bout d'un moment, on vous fait vivre dans une telle peur, ça gâche tellement tout, ça abîme tellement tout, et ça fait vivre dans une telle tension que le seul truc qui va vraiment soulager la tension, c'est d'enfin vivre le pire pour soi. Et là, effectivement, il y a beaucoup de bénéfices parce que dans l'affaire, on va se permettre de pouvoir guérir de sa mémoire émotionnelle et en plus, on va enfin être soulagé de cette tension. Que disent les gens lorsqu'ils vivent enfin le pire? Ils disent « j'en étais sûr », l'autre, je le savais, allait me trahir, donc ça leur permet d'incarner le bien, les autres sont le mal, petit bénéfice secondaire au passage, ça leur permet d'avoir une occasion de guérir leur émotion s'ils acceptent de ressentir ce que ça leur fait, et en plus, la tension vécue s'évacue. Beaucoup de bénéfices secondaires, finalement, pour une rupture. Du coup, un peu d'espoir maintenant. Au bout de combien de fois où on va vivre ça, ça va pouvoir s'arrêter et s'apaiser? On ne peut pas le savoir. Ça peut être toute une vie? Des fois, oui, ça peut être toute une vie, absolument. On peut rester toute une vie bloqué, en fait, simplement sur une émotion qu'on refuse de ressentir. Parce qu'en fait, on a été éduqué à ça. On nous a expliqué qu'une émotion désagréable, c'était négatif. On qualifie même les émotions en termes d'émotions positives et d'émotions négatives. Moi, je considère qu'à partir du moment où une émotion que je vis me permet de guérir de ma mémoire, de changer la façon que j'ai de regarder la vie et de passer à autre chose, elle est positive quoi qu'il arrive. Je suis capable, en tant qu'humain, de soutenir le choc qu'est de m'écrouler par terre et de pleurer toutes les larmes de mon corps, d'avoir le sentiment d'avoir perdu mon frère lorsque j'ai déménagé, que j'avais 8 ans et que j'ai perdu mon meilleur ami. Oui, je suis capable de vivre ce truc-là. Je n'ai pas besoin toujours d'offrir au monde l'image d'un homme stable, congruent, cohérent, solide et machin. Je m'en fous, moi. Moi, je vis avec Franck, et quand Franck a besoin de s'écrouler en pleurs et d'être fragile, et qu'il y a cet immense bénéfice d'aller tirer de l'ombre une version de moi du passé, un petit garçon qui a peur et machin, je n'hésite pas, j'y vais. Le bénéfice est immense. Je me réunis, je récupère les petits morceaux de Franck et je ne les laisse pas souffrir dans leur coin au nom de mon image aujourd'hui, du fait de devoir montrer au monde que je suis un homme stable et machin. Et je parle de ça parce que si les émotions finalement sont tellement galvaudées, salies, etc., c'est parce qu'aujourd'hui, en fait, simplement avoir des émotions, c'est être un enfant aux yeux du monde. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux être un adulte, c'est pas compliqué, mets un gros couvercle et tu seras un adulte. Voilà, un adulte, ça ne change pas d'avis, ça ne pleure pas, c'est stable, c'est solide, c'est cohérent, c'est congruent, boum, voilà. Bon, plus le couvercle est gros, plus tu es un adulte. Pardon, mais alors dans ce cas, je préfère être comme un enfant. Ça pleure quand ça pleure et ça rit quand ça rit. Je me laisse traverser par ce qui se présente. Donc si je comprends bien, plus on revit des traumatismes à répétition, des schémas qui se répètent avec ça, plus en fait c'est un signal qu'il faut lâcher les émotions, qu'il faut les vivre. Est-ce que si on est dans le déni et qu'on met le couvercle sur la cocotte minute à chaque fois qu'elle revient, est-ce qu'il y a un moment où le traumatisme peut revenir, enfin le traumatisme, l'émotion associée, l'abandon, etc., peut revenir de plus en plus fort jusqu'à nous faire exploser? Oui, c'est vrai, c'est ça. En fait, ce qu'il faudrait comprendre là-dedans, c'est que ce qu'on appelait un problème est une solution. C'est-à-dire, par exemple, j'ai été donc abandonné quand j'étais petit, ou je me suis senti abandonné quand j'étais petit. Un jour, je vais au travail et là, le patron me dit finalement, Franck, pour le contrat qu'on avait prévu, finalement, ça va pas le faire, je peux pas te garder, désolé, oui, je sais que ce que je t'avais dit, mais là, je peux pas te garder. Je vais donc avoir l'occasion, il me l'a fourni, de vivre l'abandon de nouveau. Là, j'ai deux possibilités. Soit je le désigne comme coupable. Oui, machin, tu m'avais promis, voilà, ça m'étonne pas, t'es vraiment un enfoiré, tu es le mal, je suis le bien. Et là, je bloque mon émotion. Donc je ne vis rien, je ne répare rien, je suis le bien, il est le mal. Je m'en sors propre. Mais ça va devoir appeler une nouvelle scène de théâtre me permettant de rencontrer ça. Donc je vais à nouveau filtrer le réel en disant « j'en étais sûr, c'est bien tous des tarés, ils veulent tous m'abandonner, j'ai bien raison de veiller là-dessus, donc je vais durcir le ton, veiller encore plus, le rencontrer encore et avoir l'occasion de le vivre ». La plupart des gens continuent d'appeler les émotions désagréables des émotions négatives, donc quand ils les vivent, ils disent « qui a déclenché ça chez moi ?» le traitent de coupable, coupent la possibilité de ressentir et le revivent. Et en fait, plus ils vivent ça, plus ils disent
le monde est rempli de tarés, voilà comment se comportent les gens, j'en suis sûr parce que regarde le nombre de preuves que j'ai, et finalement ça devient de plus en plus compliqué. Ils finissent donc par mourir de leur trauma, tout bêtement, parce que cette énergie entassée, réentassée, 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 finalement nécessite l'apparition d'un symptôme un peu plus solide que les autres, et on finit par mourir de notre amour d'être le bien, de mourir de la solidité du personnage qu'on incarne, de celui à qui on ne la fera plus. Tu expliques que nous créons une nouvelle réalité en changeant la réponse donnée à des situations traumatiques. Donc il y a effectivement cette nécessité finalement de vivre l'émotion pleinement et pas de la refouler, de ne pas être dans le déni, mais aussi parce que ce qui serait intéressant serait de changer le schéma. Pour le changer, il faut apporter derrière ça une nouvelle réponse. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, je vais un peu décaler la question pour être bien compris par tes auditeurs. Prenons un exemple simple, un exemple que je donne dans le livre. C'est cette fille de 15 ans qui descend l'escalier pour aller sortir. Son père l'arrête au milieu de l'escalier et lui dit « Tu vas sortir habillée comme ça ?» De cette phrase « Tu vas sortir habillée comme ça », on peut tirer beaucoup d'informations. Soit cette fille est sûre qu'elle regarde la réalité, que ce qu'elle vit, c'est la réalité objective, et que donc la phrase qu'est en train de prononcer son père ne souffre qu'une seule lecture. Son père est carrément en train de la traiter de pute. Voilà. Elle va le prendre comme ça, et donc elle va pouvoir se draper dans sa dignité blessée. Son père sera le mal, elle sera le bien, et elle pourra sortir, monter sur ses grands chevaux, dire « Oui, machin, tu te rends compte, mon père, ce vieux con, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, etc. etc. » Ça pourra lui donner du coup la position d'être victime, l'autre sera le bourreau, tout est parfait. Si par contre, cette personne se dit « Et si en fait, quand je regarde la réalité, je n'avais qu'une fraction de la réalité et qu'il y avait d'autres façons de prendre les choses, d'autres angles de vue à ce qui est en train de se proposer là ?» On pourrait se dire « Alors en fait, papa, il est en train de me traiter de pute, c'est une réalité, je le ressens. Pourquoi pas? Il est vraiment en train de parler de ça, il est en train de parler de comment je suis habillé, etc. » Mais il y a un autre angle de vue qui est « Papa n'a pas vu que j'avais grandi, il est en train de découvrir que je suis déjà une femme, et papa essaye de me protéger de ce qui pourrait m'arriver dehors. » Donc là, je suis face à une femme maintenant qui a deux possibilités. Soit je prends ça comme étant quelque chose d'insultant, soit je prends quelque chose de protégeant et de soutenant. Et là, tu comprends que comment cette personne va choisir de sélectionner la réalité, comment elle va choisir de prendre les choses, de vivre les choses, va déterminer comment elle se sent. C'est ça qui fait que tu réouvres la possibilité de voir la vie autrement. Parce que sinon, si tu ne regardes pas les situations comme étant des situations qui ont de multiples points de vue possibles, en fait, tu es juste face à la réalité, qui est indubitable, qui est que voilà, la vie est comme ça, et il te reste comme solution uniquement de subir cette réalité ou de prier pour passer entre les gouttes. Moi, je n'ai pas envie de vivre une vie comme ça, je n'aime pas cette idée de « tu as de la chance ou tu n'as pas de chance, tu tombes sur des bonnes personnes ou tu tombes sur des mauvaises personnes ». Je trouve ça, une fois de plus, trop manichéen, trop Walt Disney, l'idée qu'il y ait des bonnes personnes et des mauvaises personnes, et que le jeu, c'est une espèce de loterie où il faut avoir du bol. Ça ne me plaît pas du tout. Et en plus, ça ne correspond pas au modèle mathématique qu'on retrouve dans la nature. Dans la nature, tout est parfaitement imbriqué, tout est parfaitement mécanique, d'une physique incroyable, d'une mathématique pure qui dépasse l'entendement, d'une telle beauté, d'une telle intelligence. Et nous, en fait, les humains, on pense que tout est parfait dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, sauf nous. Comme d'habitude, l'humain n'est pas pareil. L'humain est tellement présomptueux qu'il se place en dehors de la nature. Et finalement, moi j'essaye de regarder le truc de la manière la plus prosaïque possible, la plus solide possible. Si tout est parfait, si les modèles mathématiques sont partout autour de nous, si tout est parfait dans ce monde, en quoi vivre des situations super douloureuses est-il parfait? En quoi ça répond à un ordre sous-jacent au chaos? En quoi quelque chose de beau et de propre est en train de se dégager de cette scène si douloureuse? Et moi, c'est comme ça que j'ai fini par comprendre les choses et tenter de les expliquer. Parce que, bon, expliquer la mécanique sous-jacente du monde avec les mots dont on dispose, c'est un peu compliqué. Mais c'est comme ça que je réponds à ta question. Si je veux élargir ma vision du monde et me permettre de vivre dans quelque chose de plus grand et de plus respirant, il faut que je comprenne en fait que les scènes ont plusieurs façons, plusieurs possibilités d'être vues
Et le choix que je vais faire me ramène simplement dans ma responsabilité. Parce que pour cette femme-là qui descend l'escalier, cette gamine qui descend l'escalier, lorsqu'elle va sortir fumer ses premières clopes avec les copains sur les marches de l'église, on sait ce qu'elle va choisir. Elle va choisir d'avoir été traitée de pute, on le sait. Et j'utilise des mots vulgaires à dessein. L'idée, en fait, c'est de nous percuter aussi dans ce truc-là. Évidemment, pour elle, de dire « Ouais, mon vieux, si tu veux, il m'a traité de pute. Attends, ça craint. Ouais, j'avoue, ouais, ça craint. » Ce truc-là, en fait, ça va lui donner l'occasion d'être une héroïne. Ça va poser plein de trucs. C'est costaud pour elle. Ça apporte plein de likes. C'est vrai que de sortir et de dire aux copains « Oh, mais je pense que mes seins ont poussé et que finalement mon père s'en était pas rendu compte. Aujourd'hui, je suis désirable. Je pense qu'il a peur pour moi. » Ça va rien lui rapporter du tout. Parce que ce qui rapporte aujourd'hui, c'est la posture de victime. Dès qu'on est victime d'un truc, il y a un hashtag qui se crée, il y a du monde derrière nous, on est soutenu, et en fait, pour être quelqu'un aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire quelque chose, on n'a pas besoin de mettre quelque chose au monde, on n'a pas besoin de fabriquer quelque chose, de pousser quelque chose, d'avoir une idée, de l'amener, d'oser s'exprimer, de mettre quelque chose au monde, on n'a pas besoin de tout ça. Aujourd'hui, pour être quelqu'un, il suffit qu'on nous ait fait quelque chose. On ne m'a pas compris, je suis quelqu'un. On ne m'a pas soutenu, je suis quelqu'un. On ne m'a pas entendu, je suis quelqu'un. On m'a malmené, je suis quelqu'un. On ne m'écoute pas, je suis quelqu'un. Donc aujourd'hui, en fait, et c'est bon de le comprendre, nous avons besoin de nos ennemis. C'est eux qui nous donnent notre valeur. Si on enlève les bourreaux, si on enlève les ennemis, il reste quoi? Il reste qui? On est qui quand on a enlevé celui qui t'a abandonné, celui qui t'a pas écouté, ta mauvaise mère qui fait du chantage émotionnel, ta mauvaise mère qui vit sa vie par procuration sur toi, ton mauvais enfant qui ne reconnaît pas l'amour que tu as pour lui. Quand on les enlève, tes bourreaux, il reste quoi de toi? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est aussi une question peut-être de facilité, non? C'est easy. Il suffit en fait qu'on m'ait fait quelque chose pour que ça y est, je sois quelqu'un. Et en plus, aujourd'hui, on est en 2021, c'est-à-dire que dès qu'on m'a fait quelque chose, je peux le raconter. Et là, en fait, tous les gens qui ont besoin de devenir quelqu'un avec moi n'ont qu'à s'insurger en cœur avec moi, trouver ça dégueulasse avec moi, on crée une croisade et ça y est, nous sommes quelqu'un. Formidable, non? J'ai une autre question. Notre inconscient étant exprimé dans les situations extérieures à nous, tu expliques qu'il faut donc être attentif à ce que nous vivons dans la matière pour lire notre inconscient. Si je prends l'exemple d'une femme célibataire qui n'arrive pas à avoir une relation amoureuse durable, par exemple, ce qui est le cas de beaucoup de femmes en France, on peut comprendre qu'elle a un problème avec l'amour global. Mais comment savoir lequel c'est? Parce que derrière cet échec amoureux, il y a plusieurs choses qui peuvent s'incarner. Ça peut être la peur de l'homme, ça peut être la peur de l'enfermement, enfin, il peut y avoir multiples peurs. Comment on peut, dans le réel, en observant notre réalité extérieure, arriver à déceler ce que ça dit de nous de manière assez précise? Je comprends. En fait, c'est tellement précis, ça crève les yeux, c'est extrêmement simple, mais on a du mal à se l'appliquer parce que ça nous demande de perdre la possibilité d'être le bien. Alors ça, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Si tu veux, donc lorsqu'une femme, par exemple, n'est pas en couple, moi je vais lui demander de se poser la question non pas pourquoi je n'ai pas d'homme, mais pourquoi je ne veux pas d'homme. Parce que moi je considère en fait qu'on a toujours ce qu'on veut dans la vie. C'est un peu clivant comme notion, mais on va rester cool sur le truc, on va rester sur une idée de couple. Donc moi je considère qu'une femme qui consciemment désire un couple mais n'en a pas, en fait d'une manière globale, c'est-à-dire inconscient plus non conscient, au fond ne désire pas de couple. Donc je vais lui dire, pourquoi t'en veux pas? Et à se poser la question, pourquoi je ne veux pas de couple? Évidemment, les premiers trucs qui vont surgir vont être, je ne veux pas de couple parce que les hommes sont crades, parce que les hommes sont des salauds, parce que j'ai peur de m'abandonner, je ne veux pas appartenir, je veux être libre, ma mère m'a dit d'être indépendante et autonome, etc. Et en fait, les informations vont influer avec beaucoup de facilité si déjà on change la tournure de la question, mais qu'on passe du « pourquoi je n'ai pas » à « pourquoi je ne veux pas », ce qui change déjà, si tu veux, notre lecture dans cette histoire-là. Ensuite, si on veut en savoir plus sur soi, il suffit de vous demander ce que vous pensez des gens autour de vous. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que tu penses de ta mère? Ah bah c'est une bobonne soumise qui s'est écrasée. Bon, bah, tu vois exactement pourquoi tu n'as pas envie d'entrer en relation. Ta sœur, c'est quoi? C'est une connasse qui court que après la sécurité, elle a vendu son cul, elle est avec un mec qu'elle n'aime pas.
Tu vois pourquoi tu n'as pas envie d'être en couple. Et pareil, j'utilise la vulgarité à dessein. Je sais en fait comment nous pensons le monde à l'intérieur de nous et c'est plutôt brutal. C'est pas la peine de faire des ronds de jambes avec des jolies phrases. C'est des trucs aussi basiques que ça qui passent. Cette femme qui passe dans la rue, qu'en penses-tu? Ah mais t'as vu comment elle est habillée? Oh là, tiens, misogynie pratiquée par une femme. Ah bon, pour toi, toutes les femmes jolies sont des cruches, donc toi, tu dois prouver que tu es intelligente. En fait, tu as toujours sous le nez tout ce que tu penses. Le problème, c'est qu'on n'ose pas penser ce qu'on pense. On n'aime pas regarder ce qu'on pense. Parce que ça ne nous permet plus d'incarner le bien fonction du mal à l'extérieur. Moi, je vois énormément de femmes avoir des problèmes avec la séduction, avec l'idée d'accepter, d'être désirable. Je vois bien en fait quand j'entre dans la structure énergétique et quand je regarde comment ça fonctionne que en fait c'est vachement cool d'être désiré, c'est vachement cool de sentir qu'on crée quelque chose chez l'autre, qu'on a du pouvoir, que quelque chose se dégage de nous qui donne envie. En fait c'est super agréable de ressentir ce truc-là. Mais quand on parle consciemment, c'est-à-dire juste sur l'ordre du conscient avec une femme, elle dit oh, mais non, mais moi j'ai l'impression d'être une proie, mais je suis pas un morceau de viande, mais j'ai pas envie d'être ça. Alors t'as envie, t'as pas envie, t'aimes ça ou t'aimes pas? Et c'est quoi l'idée en fait? C'est parce que tu es désirable, alors tous les hommes vont devenir des violeurs, parce qu'en plus tous les hommes sont des violeurs. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire de nous là? Ouais. Tu expliques aussi dans la partie relationnelle, mais plus la relationnelle globale, que l'autre est un moyen de se connaître. Tu donnes l'image de deux bulles de savon, dont une seule partie de la surface entre en contact, ce qui sous-entend que nous voyons chez l'autre que ce que nous portons nous-mêmes. C'est ça. C'est ça, si tu veux que je développe cette notion-là. L'idée, en fait, c'est que, imaginons en fait que je sois une sphère d'énergie. Alors, on pourrait même simplement appeler ça une bulle de savon. Pour les plus perchés d'entre nous, on pourrait dire qu'il s'agit de l'aura. D'autres vont parler du champ électromagnétique, d'autres vont parler simplement de la chaleur qui se dégage de nous. Mais imaginons donc une sphère, une bulle autour de soi. Lorsque la bulle Franck rencontre la bulle Carole, on peut se rappeler des bulles de savon qu'on voyait dans l'enfance, les bulles qu'on fait, et ces deux bulles, lorsqu'elles se rejoignent, elles s'agglomèrent comme ça, et au milieu se forme une surface plane. Lorsque moi je suis une bulle et que je rencontre la bulle Carole, nous nous rencontrons en fait sur cette interface qui est la surface plane. Ce que je perçois de toi, c'est le miroir, la surface plane. Ce que tu perçois de moi, c'est le miroir, la surface plane. Le reste de ta bulle me reste inconnu et le reste de ma bulle te reste invisible également. En fait, ce que je vais percevoir de l'autre, c'est l'endroit où les deux membranes n'en font qu'une. C'est-à-dire ce que je perçois de toi, c'est ce qui est déjà chez moi. Et ce que tu perçois de moi, c'est ce qu'il y a déjà chez moi. C'est l'endroit où les bulles se confondent en une seule, où elles partagent les mêmes qualités, défauts, qu'elles se rencontrent. Le reste, tu ne le vois pas, et le reste, je ne le vois pas. Donc effectivement, moi j'ai utilisé cette image qui est assez marrante déjà pour amener à une autre notion, c'est l'idée que finalement, lorsque tu imagines un humain en étant une bulle et que tu imagines en fait que la présence des autres humains tronque cette bulle en de multiples facettes. C'est-à-dire, toi, tu es là, Carole, au milieu de ta bulle, et la présence de ton amoureux crée une facette, de ton enfant crée une autre facette, de ton collègue une autre facette, de ta maman une autre facette, des gens qui t'entourent d'autres facettes. C'est cette image, en fait, du diamant multifacette, et de comprendre, en fait, que c'est la présence des autres qui fait surgir le diamant chez nous, que c'est la présence de l'autre dans la rencontre qui fait surgir le diamant à l'intérieur de nous. Il y a cette notion-là que j'aime bien avec cette image du diamant brut qui est finalement taillé par la présence des autres humains. Mais il y a aussi cette notion de... Je ne rentre pas en relation avec le monde de manière objective, je rentre en relation avec le monde, avec ce que je suis, et je ne peux pas m'extraire de moi pour regarder le monde. L'objectivité, pour moi, est un fantasme. On ne peut que observer notre propre subjectivité. Ce qui est assez marrant, si tu veux, c'est que les chercheurs scientifiques, je parle des chercheurs, hein, pas des savants, les savants sont ceux qui pratiquent la science en pensant qu'ils ont déjà trouvé, et les chercheurs sont les véritables scientifiques qui sont donc en train de douter. Et eux nous disent en fait qu'ils s'aperçoivent que lorsqu'ils observent le fonctionnement d'une particule, elle modifie son fonctionnement. Elle n'agit pas de la même manière lorsqu'elle est observée, de ne pas observer. Et à cet endroit-là, on se rejoint si tu veux.
on comprend en fait que l'objectivité est un fantasme et que pour le moment, l'objectivité sur cette planète, c'est la somme des subjectivités. Si on est plein à avoir le même avis subjectif, alors on en tirera la conclusion que nous sommes objectifs et que nous regardons la réalité. C'est ce qu'on voyait plutôt dans notre discussion. Et alors justement, ce qui est intéressant à observer aussi, c'est que parfois, quand on a une relation longue avec une personne depuis plusieurs années, admettons quand on la rencontre, on va voir quelque chose en elle, et puis finalement, en fait, quelques temps après, ce truc va un peu disparaître, on va voir autre chose. Donc on voit bien que tout ça, ça évolue. Est-ce que ça veut dire que c'est nous qui évoluons quand notre regard sur l'autre évolue? Et dans quel ordre ça marche, en fait? Oui, eh ben, ça marche exactement dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est celui qui observe qui fabrique l'autre. Lorsque vous entrez en relation les uns avec les autres, vous avez besoin, pour des questions de valeur morale, de pouvoir tirer la conclusion que vous êtes fait l'un pour l'autre, ou que vous êtes des âmes sœurs, ou que vous avez des atomes crochus, mais vous devez d'abord échanger avec l'autre de manière à tirer un nombre de points communs suffisant pour vous donner l'autorisation de vivre de la sexualité. Parce que de la sexualité sans points communs, c'est de la bestialité, de la sexualité avec des points communs, c'est simplement l'expression de votre amour. Donc vous aimez beaucoup, lorsque vous entrez en relation avec quelqu'un, regardez cette personne pour en tirer la conclusion qu'elle est faite pour vous. Donc vous mettez votre point de regard sur tout ce qui est de l'ordre de ce que vous appellerez des qualités, ou de tout ce qui n'est pas comme le précédent. Puisqu'en fait, c'est souvent ça l'idée. Donc vous quittez une personne dont vous avez tiré la conclusion qu'elle était quelqu'un de manipulateur qui avait pris pouvoir sur vous parce qu'elle voulait vous utiliser, puis vous allez entrer en relation avec un autre, et ce que vous allez chercher chez l'autre, c'est à quel point il n'est pas manipulateur, à quel point il est franc, à quel point il est honnête. C'est ce que vous avez besoin de vous vendre pour vous autoriser à vous donner dans la sexualité. Donc vous allez regarder ça chez cette personne. Donc vous commencez en fait, vous fondez la relation sur un mensonge. L'autre est fait pour moi, l'autre n'est pas comme celui d'avant, l'autre est différent, et vous commencez votre couple sur un mensonge. Le problème, c'est que les mensonges, ça vous insécurise, donc vous allez ensuite chercher à déceler le mensonge en dessous de la première rencontre, déceler le mensonge en dessous du premier « je t'aime ». Et là, vous allez mettre votre regard sur « il faut que j'aille chercher chez lui s'il ne serait pas un pervers de manière à le voir arriver d'avance au cas où il soit pervers ». Donc je me mets à décaler mon regard pour simplement veiller à ce qu'il ne m'arrive pas quelque chose de mal. Et lorsque je me mets à décaler mon regard pour voir s'il n'y aurait pas du mal chez l'autre, vu que l'autre c'est un humain, donc il y a du bien et du mal dedans, j'entre en relation, je regarde le bien, puis quelques années plus tard, je vais aller regarder le mal. Souvent, les gens tirent la conclusion qu'ils ont été manipulés, qu'on les a pris pour des cons, qu'au départ ils étaient comme ça, puis qu'après l'autre a changé. Alors que non, la proposition était là depuis le début. Dans chaque être que vous rencontrez, il y a cette possibilité du pire et du meilleur. Le bien et le mal sont là, confondus. Et en fait, c'est vous qui d'abord avez besoin de regarder ça, puis de regarder ça. Tu sais, c'est intéressant d'entrer en relation avec quelqu'un et finalement de regarder ce qui ne va pas chez lui, non pas pour fuir à toutes jambes, mais pour enfin trouver quelque chose à aimer. Parce que finalement, si tu veux, Carole, aimer ce qui va bien chez les gens, à quoi ça sert? C'est quoi l'idée? Moi, en fait, me retrouver avec quelqu'un qui m'aime pour ce qui va bien chez moi, j'aurais le sentiment qu'elle m'aime pour mes plus grands mensonges. Moi, en fait, je comprends que lorsque je suis fait de bien et de mal, lorsque je suis vulnérable, lorsque je suis fragile, lorsque je ne suis pas une bonne personne, lorsque je ne suis pas un type bien, en fait, je suis en train de donner à l'occasion à l'autre d'aimer quelque chose chez moi. Lorsque je suis un type parfait, je suis un espèce de mensonge ambulant, un espèce de déni ambulant qui passe son temps à dire « j'ai pas besoin de vous car je suis autonome, je suis indépendant, je suis puissant, je suis créatif, je suis sérieux, je suis en place, je suis machin ». Qu'est-ce qui reste à aimer là-dedans? Il n'y a rien à aimer là-dedans. Les humains, c'est pas ça qu'ils aiment. Les humains, ils savent aimer à l'endroit où il y a besoin d'amour. Les humains, ils savent aimer à l'endroit où il faut tendre la main. Les humains, ils savent aimer ce qui est cassé, ce qui a besoin d'aide, ce qui a besoin d'être soutenu. Les humains, ils adorent regarder l'autre et se mettre à aimer ce qui n'est pas digne d'amour. Donc toutes nos stratégies pour vendre une bonne personne ne sont que des stratégies pour nous empêcher de ressentir l'amour. Pour une raison vraiment toute simple. Imagine en fait que tu entres en relation et que tu élabores une stratégie compliquée, alambiquée mais efficace pour obtenir l'amour. Imagine que ça marche et que tu sois aimé. Toi, tu sauras toujours en fait que ce qui a attiré cet amour, c'est ta stratégie.
cet amour n'arrivera jamais à destination. Ce que ça va créer chez toi, c'est un sentiment d'imposture. Ce que ça va créer chez toi, c'est un sentiment d'usurpation, d'avoir volé cet amour, d'avoir capturé cet amour, d'avoir soutiré cet amour. Tu n'auras jamais le sentiment d'être aimé. Si par contre tu entres en relation par le biais de ce qui ne va pas chez toi, tes doutes, tes faiblesses, tes hauts et tes bas, là quand l'autre va t'aimer alors qu'il te connaît, qu'il te sait dans ta petitesse, qu'il te sait dans tes manquements, là cet amour qu'il va t'apporter arrivera à destination. Parce que ça ne sera pas ta magouille, ta petite stratégie pour obtenir l'amour qu'il aura généré, mais bel et bien en fait l'espace que tu auras créé, c'est-à-dire la possibilité que tu prêtes à l'autre de t'aimer lorsque tu te rends vulnérable à ses yeux. Et lorsque les gens passent leur temps à essayer d'aller bien, d'être solide, d'être cohérent, congruent, en place, réparé, etc., ils sont en train simplement de refuser l'amour. Ils pensent pouvoir l'attirer comme ça, et ce qu'ils vont attirer, en fait, c'est le sentiment d'usurpation. Quand on voit, alors restons sur cette notion de couple, quand on voit des choses que l'on considère comme négatives ou désagréables chez quelqu'un, ça veut dire qu'on les a en soi. Est-ce que si soi-même, du coup, on essaye de faire un peu d'introspection et d'être plus au clair avec soi-même et un peu plus lucide, ça va moins nous gêner chez l'autre? La plupart du temps, effectivement, nous mettons à regarder chez l'autre quelque chose en fait que nous pratiquons nous-mêmes. C'est souvent dissimulé. La réponse à ta question est oui. Et si on veut préciser ou donner un exemple, alors là, il va falloir que tu précises ta question. De prendre un exemple. Eh bien, imaginons dans une relation amoureuse, on voit quelqu'un qui, prenons la radinerie, parce qu'on en a parlé au début de cet entretien, que l'on trouve radin. Parfait, ça marche très bien. Donc je suis avec mon mec, et en fait, il y a un truc qui m'insupporte chez mon mec, c'est qu'il est radin. Sur quoi ça renvoie chez moi? En fait, j'aimerais qu'il soit plus généreux. Pourquoi j'aimerais qu'il soit plus généreux? Parce qu'en fait, j'aimerais bien pouvoir profiter de tout ça. Et pourquoi, en fait, si j'ai envie de profiter de tout ça, en fait, je suis bien en train de vouloir profiter de l'autre? Ah bah tiens, en fait, je passe en 2 phrases de « il est radin » à « je cherche à profiter de lui ». Et là, en fait, j'ai le miroir sous les yeux. Je pense que l'autre est radin, donc en fait qu'il est en mode « je profite, je prends, je ne dépense rien, je ne participe pas », alors qu'en fait, c'est moi, la personne, qui cherche à profiter. On l'a sous les yeux en 2 secondes. Dans mon monde, c'est tellement évident que je ne sais pas si je loupe des ponts pour vous. Mais si tu veux, pour moi, c'est une mécanique qui est immédiate et instinctive. Ça ne me semblait pas évident. Ok, en fait, pour moi, ça crève les yeux. C'est pourquoi j'ai besoin de faire de l'autre le radin, parce que ça ferait de moi le généreux. Et en fait, finalement, on peut le prendre comme ça aussi. Et en fait, toi, quand tu payes, pourquoi ça t'énerve la radinerie de l'autre? Mais peut-être parce que lui a le courage d'être radin, alors que toi, à chaque fois, tu n'as pas le courage de jouer ta véritable radinerie, que tu passes au-dessus de ton sentiment de peur de manquer et que tu joues au généreux ou à la généreuse afin d'acheter les likes des autres. Peut-être que toi, en fait, tu es aussi radin que l'autre, mais que tu utilises la générosité pour racheter dans les yeux des autres la radinerie que tu connais déjà chez toi. C'est aussi une version. Mais on pourra encore en trouver d'autres. Hein. Mais les miroirs sont pléthores et sous les yeux. C'est assez facile finalement. Le problème en fait, c'est qu'on manque d'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes, puisque cette honnêteté nous demandera d'abdiquer de notre personnage, de l'homme bon, de la bonne personne qui, elle, fait bien les choses. Lorsqu'on a un radin sous les yeux, on n'a pas du tout envie de changer notre point de vue là-dessus. Hein. Ça nous permet, nous, d'être le bien et lui le mal. C'est sûr, le bénéfice est facile. Est-ce que je peux te poser une question un petit peu personnelle, parce que je trouve ça toujours intéressant dans les... Oui, bien sûr, j'ai aucun problème avec ça. Dans les gens que j'interviewe, dans leur propre parcours. Je mentirais, il n'y a aucun problème. Parfait. Qu'est-ce qui, toi, en fait, t'a fait comprendre tout ça? Est-ce qu'il y a eu des déclics? Est-ce qu'il y a un moment, en fait, ta vie n'allait pas et pouf, tu t'es pris une claque? Enfin, comment ça a marché chez toi? Ouais, alors c'est un peu difficile de retracer le chemin parce que j'avoue que quand je regarde de tout ça avec le recul, c'est comme si chaque pas que j'avais fait dans ma vie, mais du premier à maintenant, n'avait fait que concourir à ce que je devienne cet homme-là avec cette vision-là. Presque, tu vois, il n'y a pas un moment
que je pourrais retirer. À la limite, si je l'enlevais, l'équation ne serait plus juste. Chacun des moments me permet de regarder les choses telles que je les regarde aujourd'hui. Mais globalement, on pourrait partir d'abord, j'ai un espèce de désir de fuite. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de me barrer de l'humanité. Moi, ça ne me plaisait pas du tout. On m'avait vendu quand j'étais gamin que les hommes c'était le mal, parce que les hommes c'est ceux qui violent, les hommes c'est ceux qui tuent, c'est eux qui vont à la guerre, c'est eux qui aiment bien les grosses bagnoles, qui aiment bien le foot, les hommes c'est la violence, les hommes sont des cons. Et moi j'étais un homme, tu vois, ça me plaisait vraiment pas du tout comme affaire. J'avais pas envie moi j'avais plutôt envie d'être du côté des gentils qui réparent que d'être du côté des méchants, quoi. Il y avait un truc là-dedans qui me plaisait pas. Et puis, grandissant, ça ne s'est pas amélioré puisque je me suis mis à incarner l'homme bien, l'homme bon. J'étais le non-raciste, j'étais le bien-pensant, j'étais celui qui parlait d'amour, j'étais celui qui tend la main, j'étais celui qui est solide, celui qui rentre de l'argent et qui met tout le monde au sec, j'étais, tu vois, tout ça, quoi. Puis ça a continué de s'accentuer, tu vois, sur, voilà, quoi, j'étais le fils idéal, le gendre idéal, puis j'ai été le mari idéal, puis j'étais le père idéal, enfin, tu vois, tout ce truc-là, en déni complet de qui j'étais, c'est-à-dire que j'étais une sorte de bloc de déni ambulant. Lorsque je parlais à quelqu'un, je faisais un déni total de mes besoins, de ma survie, c'est-à-dire par exemple, je ne reconnaissais pas que je courais après le pognon comme un malade dans une peur de mourir et que en fait j'étais habité par la survie. Je faisais semblant d'être un type en place qui pense qu'il ne manquera jamais de rien. Je faisais un déni total de mon monde émotionnel, de mon monde sexuel qui sont intimement liés. C'est-à-dire que je faisais un déni de mon porno intérieur, de mon envie de baiser la terre entière, de voir si j'étais capable d'être le gorille ou le mâle le plus puissant de la pièce et tous ces trucs-là. J'étais en déni complet de ça, persuadé d'être l'homme bon, d'être l'homme doux, d'être l'homme d'une seule femme, l'homme au rendez-vous, l'homme probe et intègre qui, Charles Ingalls, hein, t'as compris. Donc, mais un déni complet. Derrière, il y avait un autre paquet qui était quand même pas mal important, c'est le déni de l'animal chez moi, où j'étais en déni total de mes désirs de pouvoir. Donc je passais mon temps, parce que j'étais musclé à l'époque, à faire flipper les mecs avec mes muscles, à faire fermer la gueule des uns et des autres avec le mot qui te sabre et qui te met dans tes petits chaussons. Donc j'étais dans un exercice du pouvoir permanent, en déni complet, c'est-à-dire que quand on parlait avec moi, j'étais l'homme de la fraternité, j'avais envie de prendre pouvoir sur personne, j'étais l'homme de l'amour inconditionnel. Tu vois, donc moi j'étais à un endroit où j'étais à peu près ce qui se faisait de mieux, et bon bah voilà quoi, j'en étais là. Et puis si tu veux, j'ai fini par identifier petit à petit, et je ne sais plus comment ça a fini par naître chez moi, à quel point j'étais loin du compte et à quel point au fond en fait j'étais un enfant apeuré qui cherchait sa mère, comment finalement j'avais envie de baiser la terre entière en leur tirant les cheveux, comment j'avais envie de prendre pouvoir sur tous les mâles du coin pour leur dire c'est qui le gorille, enfin tu vois, et la prise de conscience elle a été un peu chaude quoi, tu vois, c'était pas évident de me rendre compte que j'étais humain. En fait, parce que c'était ça en dessous. Et du coup, j'arrivais pas à lâcher ma main, quoi, tu vois, c'est-à-dire j'avais une trop bonne main, j'avais du fric, j'avais une femme, 3 gosses, la maison en Provence, la piscine, j'avais raison tout le temps, dès que j'ouvrais ma gueule, j'avais tout le temps raison, j'étais le bien, tu vois. Donc j'arrivais pas à larguer ça, j'avais bien compris que ça craignait, que c'était pas bon pour moi, tu vois, mais j'arrivais pas à lâcher le truc. Et puis mon corps s'en est chargé, Dieu merci. Donc j'ai fait une double hernie discale qui m'a fait perdre les muscles et que je ne pouvais plus reprendre. Donc déjà ça m'a fait descendre d'un ton. J'ai perdu les cheveux aussi, ça c'était pas mal. Je l'oublie souvent dans l'affaire, mais ça a vachement joué dans le alors tu vas continuer de jouer au non, hein, déjà tu vas te calmer avec ça. Et puis derrière, à 40 ans, alors que j'étais en pleine santé, j'ai fait un AVC. Donc si tu veux, je me suis retrouvé à être là, à mourir devant mes 3 gamins. Hein. Il n'y avait personne à 30 bornes à la ronde. Mes gamins avaient entre 5 et 10 ans. Et voilà, tu meurs, c'est fini. Le chirurgien m'a expliqué ensuite que la veine qui a pété dans la moelle épinière ne pouvait pas être réellement réparée, parce que s'il répare, il y a plus de chances que je finisse mort ou sur un fauteuil qu'autre chose. Donc je vis avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et je dois avouer que tout ça m'a emmené à vraiment redescendre dans mon humain. Je suis sorti de la perspective que j'avais l'éternité devant moi. Il était temps d'un seul coup de me remettre à oser regarder
l'homme que je suis, comment il fonctionne, ses hauts et ses bas, ses manquements, ses tricheries, ses arnaques et tous ces trucs-là. J'avais vraiment envie de savoir avec qui j'avais fait le voyage. J'ai failli mourir sans même connaître le gars avec qui j'étais, tellement j'étais en déni de lui, tellement j'avais aucune intention de le rencontrer. Moi, je voulais juste avoir raison, être le bien, passer entre les gouttes et m'en sortir propre. J'avais aucune intention de savoir avec qui j'avais fait le voyage. C'était qui ce Franck? Comment il était réellement? C'était quoi ses peurs? C'était quoi sa vision? Et si tu veux, il y a une rencontre qui s'est opérée à partir de ce moment-là. Et, euh, et voilà, en fait, si tu veux, c'est un truc classique, il m'est rien arrivé de vraiment spécial, parce que cet AVC, en fait, c'est un truc qui arrive à tout le monde, tout le temps. Mais il n'y a que quand la mort se présente qu'on s'autorise enfin à lâcher nos petites masturbations sur nous-mêmes. Moi, je le sais, tu sais, j'ai des gens qui arrivent là, qui viennent me voir et qui se sont remis à vivre lorsqu'on leur a annoncé un cancer. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Bah, c'est simple, hein, quoi. Tu vois, j'ai pas le temps de jouer avec mes gosses, j'ai pas le temps de parler gentiment à ma femme, j'ai pas le temps d'aller revisiter chez mes parents alors que leur cuisine aurait bien besoin d'un coup de peinture et que c'est pas eux qui vont le faire. J'ai pas le temps, j'ai le temps de rien parce que je suis occupé à courir derrière mon image, mon pseudo-personnage, ma réussite et le besoin compulsif de vendre au monde entier que je suis le bien. Et d'un seul coup, on m'annonce que je vais mourir. Et là, d'un seul coup, je retrouve le temps de partir à la pêche avec mon fils, de dire à ma femme que je l'aime, d'aller mettre un coup de peinture dans la cuisine de mes parents. Et en fait, voilà, moi j'ai eu cette chance, et j'ai cette chance d'être constamment en lien avec cette nature de la réalité, qui est cette impermanence. Je vais disparaître, et ça m'engage à m'occuper de ce qui est important. Et ce qui est important, à mon avis, c'est un moment de savoir avec qui vous faites le voyage, avec qui vous êtes en incarnation. C'est qui cette personne-là et comment elle marche vraiment? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est tellement plus cool finalement pour moi aujourd'hui. J'ai perdu la possibilité d'être une bonne personne. Je dis des choses clivantes. On peut voir dans chacun de mes mots mon sexisme qui se cache, ma misogynie qui peut ma prétention, ma trouille, mon machin. Et aujourd'hui, ça ne m'inquiète plus. Je m'en fous. Connaissez-moi, envoyez-moi des images de moi. Moi, j'ai soif de savoir qui est Franck. Et c'est tout. Est-ce que ça m'amène deux petites questions pour conclure. La première, est-ce qu'on pourrait imaginer du coup que les maladies qu'on déclenche sont des symptômes de cette incapacité à être pleinement soi-même? Absolument. Et comme tout dans mon monde est la face de l'autre pièce, vous comprenez que au final, la mort sera la plus belle des guérisons, puisque d'un seul coup, je vais résoudre énormément de paquets, etc. etc. Mais ça vous montre aussi à quel point ce qui vous arrive de pire dans la vie, c'est souvent ce qui vous arrive de meilleur. Et moi qui suis au contact avec les drames des gens, je rencontre des gens qui ont perdu des gosses, hein, quand même, c'est lourd. Et quand tu vois en fait ce qu'ont produit ces enfants en disparaissant, comment ils permettent une autre culture, une autre moisson, une autre plantation, et à nouveau quelque chose de nouveau qui va surgir de tout ça, tu te dis mais waouh, quelle beauté dans la dureté, à quel point finalement ce monde n'est pas dissociable en termes de c'est bien ou c'est pas bien, ça aurait dû arriver ou ça n'aurait pas dû arriver. Les gens qui ont vécu des drames vont vous le dire. Le jour de leur drame, c'est le début de leur vie, c'est le moment où tout a commencé. C'est horrible dans le sens de, il y a vraiment tellement d'occasions avant de se mettre à l'écoute de ce qu'on est, de sortir de la posture du bien, d'oser retourner à ce qu'on aurait qualifié au départ de ses défauts, ses fragilités ou ses failles et ses blessures, et de prendre le pack entier, de le reconnaître et d'oser vivre avec ça sans avoir peur de l'autre humain, en fait, qui finalement est exactement pareil, avec ce bénéfice incroyable qui est que lorsque toi tu te permets d'être ça, l'autre en face va aussi se permettre d'être ça, et la plupart du temps, le simple fait que tu te permettes d'être tel que tu es, bah, tu donnes la permission aux autres de le faire. Enfin, les bénéfices sont immenses, quoi. Et un dernier conseil pour les gens qui te regardent, quand on a été habitué depuis toute son enfance à être effectivement quelqu'un de bien, avec des valeurs, etc., et que finalement on a perdu le contact avec soi-même, qu'on a perdu l'expression des émotions et qu'on est potentiellement dans un gros déni de qui on est, par où on commence pour essayer de savoir qui on est
Moi, j'ai fait un bouquin pour ça. Des milliers de gens ont fait des bouquins pour ça. Finalement, le premier truc, ce serait peut-être de se dire est-ce que j'ai le droit de me poser des questions sur moi sans immédiatement être taxé d'être dans une secte avec une plume dans le cul? Est-ce que je pourrais pas simplement avoir le droit de me dire tiens, si je faisais 2 secondes d'introspection, si je me posais des questions à propos de moi? C'est une piste, tu vois. On pourrait déjà simplement se dire bah tiens, et si je me couchais moins con? Je vais regarder une vidéo, je vais ouvrir un bouquin, je vais me poser 3 questions. Et puis très vite, mon feeling va me dire ça, c'est pas ma cam, ça, ah tiens, ça marche avec moi. Et voilà, la piste, elle est présente, elle est disponible, elle est là, elle existe. Et puis sinon, il y a quelque chose d'encore plus beau que ça, encore plus grand que ça, encore plus efficace que ça, qui est constamment en proposition, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Qu'est-ce qui nous emmène, franchement, Carole, à bouger? La rupture, la douleur, le deuil, la maladie, la mort. Donc, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas envie de bouger, vous bougerez. Merci beaucoup, Franck. Merci, Carole. Merci.